On a beaucoup tourné autour de ces questions-là, finalement, dès ce matin, bonheur. Mais là, donc on va faire ce focus spécifique sur le bibliothécaire. Alors, comme le disait Marie-Madeleine, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on tourne autour de cette question-là. On a parlé des bibliothèques, des publics, des territoires, des partenariats. Et finalement, ce sont les bibliothécaires, donc vous qui êtes les premiers concernés. Et donc, on va se poser un petit peu la question du bibliothécaire. Au début, on avait appelé cette partie de la journée « Et le bibliothécaire dans tout ça ». Et donc on a positionné le bibliothécaire, un acteur du réseau musical sur le territoire. Mais je trouve que ces deux titres se complètent finalement et résument assez bien la teneur des échanges qu'on va avoir avec Cyril. Et pour commencer, je vais peut-être te laisser te présenter. Alors, Cyril Michaud, je suis responsable du département musique à la bibliothèque de la Pardieu, donc depuis maintenant 23 ans. Je suis ici en tant que représentant du membre du bureau de la CIM parce que je suis secrétaire adjoint de la CIM. Donc la première question qu'on avait préparée ensemble, c'était par rapport aux compétences, puisqu'on l'a bien vu depuis ce matin, il y a une multitude d'activités professionnelles autour de la musique en bibliothèque. On constate des compétences métiers, donc métier bibliothécaire plutôt, mais aussi une part de compétences plus spécifiques, on va dire musique, autour de l'organisation d'événements musicaux, dans les connaissances réglementaires aussi, on l'a évoqué ce matin avec Fabrice Mazzolini, des connaissances juridiques, des connaissances techniques liées à la musique. Alors finalement, la question que je vais te poser pour commencer, c'est les bibliothécaires musicaux sont-ils aussi, ou doivent-ils être aussi, des ingénieurs du son, des musiciens, des professionnels de la musique ? Alors, moi, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de questions et il n'y a pas vraiment de réponse type. Je vais faire une réponse, j'allais dire de Normand, mais ça dépend. Après, sur l'histoire du bibliothécaire, moi, je me définis comme un bibliothécaire musical parce qu'il y a longtemps qu'on n'est plus que des discothécaires. Et je pense qu'il ne faut pas oublier dans l'appellation de bibliothécaire musical l'aspect aussi bibliothécaire. C'est-à-dire qu'à titre personnel, je n'ai pas du tout de formation dans la musique, je ne suis pas musicien, je ne sais pas lire la musique, mais je suis un bibliothécaire et donc je constitue des collections, je mets à disposition des collections, je mets à disposition des outils de valorisation, de médiation de ces collections, mais ça ne veut pas dire que je dois maîtriser toutes les techniques, tous les contenus que je peux mettre à disposition des publics. Et je pense que ça, c'est une notion un peu importante parce qu'on se pose la question parfois sur le lancement du prêt d'instruments où on se dit ouais mais moi je suis pas musicien, comment je vais faire ? Après moi je suis pas musicologue et ça fait des années qu'on prête des livres sur la musique. Voilà, donc je pense qu'il faut trouver le juste milieu et l'expérience que j'ai à Lyon justement où on commence à avoir un petit peu de recul après 6 mois d'activité et je me suis rendu compte au moment des importantes évaluations annuelles que mes collègues qui étaient les plus sceptiques ou les plus réticents auprès d'instruments de musique, ils n'étaient pas forcément pour des raisons, on va dire, pour eux d'intérêt de cette collection, mais plutôt par une forme de sentiment d'illégitimité et d'incompétence parce qu'ils n'étaient pas même musiciens, parce qu'ils ne savaient pas lire la musique alors que certains collègues le faisaient. Et après, on va dire une forme d'accompagnement pour mettre à disposition cette collection. Ils sont un peu détendus aussi par rapport aux réactions du public. C'est-à-dire que le public a parfaitement compris, et parce qu'on leur a aussi expliqué que c'était une collection qui était destinée vraiment à des personnes qui débutent la musique, qu'on leur mettait à disposition toutes des ressources qu'on pouvait avoir, nous, à la bibliothèque ou en externe, sur des partitions, des ressources numériques, des tutos vidéo, etc. Et ils n'attendent pas de nous, ou alors certains attendent de nous qu'on leur donne des cours de solfège ou des cours de musique. Et c'est là qu'on leur explique qu'on ne va pas au-delà de cette mission de bibliothécaire qui est de mettre à disposition ces instruments et les outils pour qu'ils puissent les approprier. Alors, pour une deuxième raison, qu'on leur explique aussi, c'est qu'il y a des professionnels de la formation musicale et que la bibliothèque n'a pas de pertinence à aller sur un terrain, on va dire, qui est le gagne-pas de certains, qui est un terrain qui est aussi concurrentiel. Donc c'est un peu le parallèle qu'on pouvait faire sur les concerts ou des choses comme ça. L'important, c'est de trouver le bon credo qui est celui du bibliothécaire, qui ne doit pas aller sur des terrains qui existent déjà dans le réseau musical du territoire.
Finalement, on peut se poser cette question-là pour la musique aussi bien que ce qu'on peut se la poser pour le bibliothécaire jeunesse, le bibliothécaire en secteur sciences, le bibliothécaire sur tout autre... Oui, c'est la même chose. On ne demande pas à un bibliothécaire sciences d'être chimiste, un bibliothécaire en sciences humaines d'être historien ou économiste ou je ne sais pas quoi. Donc c'est un peu la même chose à mon avis pour la musique. Et moi, j'avoue que je revendique vraiment ce côté je suis un bibliothécaire musical, largement incompétent sur plein de choses qui a trait à la musique. Donc le bibliothécaire musical, d'après toi, il est d'abord bibliothécaire? Oui, il est d'abord bibliothécaire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une montée en compétences et un changement dans l'émission. Moi, j'aime bien dire que je préfère le métier que je fais actuellement, qui est parfois inconfortable, parfois fatigant, parfois pas très sécurisant, que celui que je faisais il y a 23 ans, où on se contentait d'acheter des disques, de les mettre en rayon et ça sortait tout seul. Et en gros, c'est parce qu'on était les fournisseurs de disques à graver, voilà, tout simplement. Et on n'était rien d'autre, en gros. Les gens, on n'avait pas vraiment d'interaction avec le public, on ne faisait pas de médiation, on ne faisait pas d'action culturelle, ça fonctionnait tout seul. On était un peu des têtes de gondole de la bibliothèque en termes de chiffres. Et du coup, la baisse des prêts de CD nous a permis aussi d'investir d'autres axes, d'autres missions, d'autres tâches qui, à mon avis, sur lesquelles on a beaucoup plus de valeur ajoutée que ce qu'on faisait il y a 20 ans, quoi. Finalement, depuis ce matin, on n'en a pas tant parlé que ça de la chute du prêt de CD en bibliothèque. Donc j'imagine que c'est aussi quelque chose de partagé par les différents intervenants de cette journée. C'est-à-dire de se dire que la chute du prêt de CD, c'est peut-être une opportunité dont les bibliothécaires musicaux peuvent se saisir pour faire autre chose de leur métier. Alors c'est une opportunité si on l'a plutôt bien anticipée et qu'on a réussi auprès des hiérarchies et des tutelles à pouvoir réorienter de façon douce nos missions. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai eu la chance à Lyon de jamais voir mes budgets d'acquisition baisser. Par contre, la part dédiée au CD n'a fait, elle, que baisser. Mais après, je sais que ce n'est pas dans toutes les collectivités ou dans toutes les bibliothèques que ça a été possible. Ou parfois, la baisse des prêts a été directement une baisse du budget d'acquisition. Voilà. Oui, c'est ce que disaient Pierre et Olivier ce matin sur l'importance des budgets. Et puis quand Fabrice Mazzolini parlait aussi des indicateurs, de tous ces aspects-là d'évaluation. En fait, je pense que ça a été la première chose, c'est de mettre en place des indicateurs d'évaluation autres que le prêt de CD. Alors, ce qui nous est arrivé, on l'a un peu cherché, c'est-à-dire pendant des moments, c'est ce qu'on a mis pendant des années, c'est ce qu'on a mis en avant. Donc forcément, ça marchait. Donc, mais il a fallu s'adapter et mettre en place d'autres indicateurs d'évaluation. Et voilà, c'est ce qui a fait aussi changer le métier de bibliothécaire musical, quoi. Finalement, parmi toutes ces... Oui, Charlotte ? Alors, préciser les indicateurs. Ouais, alors déjà, c'est les indicateurs sur, par exemple, d'autres usages de la collection, qui peuvent être des indicateurs d'écoute sur place. Il peut y avoir aussi, tout simplement, on ne faisait pas d'action culturelle, et on s'est mis à faire de l'action culturelle, des animations, et donc là, c'est la fréquentation. Mais après, ça peut être, comme on fait aussi beaucoup de production d'articles, de production de contenu, de critique musicale sur un webzine qui s'appelle l'Influx, c'est la consultation des pages. Ça peut être on a une émission de radio qu'on remet sur Mixcloud, donc c'est les statistiques d'écoute qu'on peut avoir sur Mixcloud, ce genre de choses, quoi. Mais l'idée, c'est effectivement, je dirais que ça a été l'intuition surtout du début, de se dire que la tendance au prêt allait être continue. Et voilà, mettre ce genre de choses. Mais les indicateurs d'écoute sur place, on les a mis en place malgré tout assez tardivement, mais pour montrer qu'il y a parfois une pertinence. Alors contrairement à Gradignan où Sylvette disait que c'était Johnny Hallyday qui était écouté sur place, nous c'est le rap français. Il a des statistiques d'écoute des statistiques de prêt qui ne sont pas vraiment importants. Par contre, c'est 50% des disques écoutés sur place. Alors, enrayer la baisse du prêt de CD, à mon avis, il ne faut pas trop compter dessus.
Enrayer, ça voudrait dire qu'à un moment, ça s'arrête de baisser. Alors je sais bien qu'il y a quelques articles qui sont parus sur le rebond du CD, mais il rebondit un tout petit peu. Et puis c'est surtout lié à des phénomènes éditoriaux comme un disque d'Adèle ou de Taylor Swift qui va vendre des millions de CD, qui fait remonter un petit peu la... Oui, alors ce que je voulais demander, c'est que parmi les solutions proposées, il y avait notamment un abonnement à des plateformes du genre Spotify, Deezer. Et je voulais savoir dans quelle mesure c'était possible pour une collectivité d'être abonné comme ça pour pouvoir... Alors moi, j'ai pas entendu ça du tout. J'ai pas entendu des abonnements à des plateformes de streaming commerciales. Voilà, de type Spotify, Deezer, je sais pas, peut-être que d'autres ont entendu ça, mais non. Il existe des offres de streaming. Il existe des offres de streaming spécialement pour les bibliothèques, mais qui en tout cas ne se substituent pas à une collection physique. Tout simplement parce que les usages ne sont pas les mêmes, que les catalogues sont bien réduits par rapport à ce qui existe vis-à-vis de Spotify, de Deezer ou d'Apple. Donc non, il n'y a pas d'abonnement à Spotify ou Deezer, à mon avis, possible. D'accord. Et quand c'est fait par le biais de la bibliothèque, c'est fait sous quelle forme? On prête une clé USB, on prête je sais pas. Par rapport aux plateformes de streaming? Comment peut-on prêter autre chose, un support autre que le CD? On le prête pas. C'est du streaming, c'est-à-dire que vous donnez accès à une plateforme de streaming. En gros, il y a MusicMe, il y a D-Music, ce genre de plateforme. Vous donnez un accès gratuit à vos abonnés, mais il n'y a pas de matérialité de prêt. Donc, j'avais mal compris. Mais merci pour votre réponse. Pas de souci. Jeanne de Caluire, juste savoir comment vous faites pour compter les écoutes. Alors en fait, on prend simplement 2 semaines type dans l'année, qui sont toujours les mêmes année après année, et on demande aux personnes qui écoutent les CD de ne pas les ranger, mais de les mettre sur un chariot, et puis on relève chaque écoute pour dire quel style de musique c'est, de façon systématique sur 2 semaines dans l'année. On le voit, il y a de nombreuses compétences qui sont mobilisées par les bibliothécaires musicaux. Ma question suivante, c'était de te demander si parmi elles, il y en a certaines qui pouvaient venir des partenaires ou des usagers, ou si, mais je connais la réponse, ou si elles devaient toutes venir des bibliothécaires. Non, elles peuvent venir alors c'est ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire quand on arrive à la limite de sa compétence, il faut essayer de voir sur les partenaires et notamment les autres structures municipales s'il ne peut pas y avoir des personnes qui peuvent être aussi recours. Et puis effectivement, on peut aussi envisager la participation d'usagers éclairés, toujours par rapport au prêt d'instruments. Nous, c'est ce qu'on constate actuellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment organisé, mais on a des personnes qui se proposent. Voilà. Pour faire des ateliers, on a des personnes qui se sont proposées pour faire de la petite réparation ou ce genre de choses. Voilà. Parce que, par exemple, toujours sur ce projet-là et sur la montée en compétences des bibliothécaires, on s'est quand même dit qu'il fallait qu'on ait un socle un peu commun, qui relève en fait de la petite maintenance des instruments. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tous capables de changer une corde de guitare pour pas avoir à l'envoyer sur une structure extérieure, faire changer la corde de guitare et que la guitare soit immobilisée pendant 3 semaines. Donc on a mis en place une formation collective sur alors déjà la connaissance de tout notre parc instrumental et sur de la petite maintenance. Alors la petite maintenance, c'est effectivement du changement de corde, mais ça peut être la réinitialisation d'un instrument électronique aux paramètres d'usine ou ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est la formation de base qu'on demande à tous les bibliothécaires. Et après, pour tout ce qui sera grosse réparation, on fera appel à des structures extérieures. Pour qu'on ait une idée, il y a combien d'instruments différents à peu près? Il y a environ une cinquantaine d'instruments différents et à peu près 70 instruments en tout, parce qu'il y en a qu'on a en double, en triple, voire bientôt en quadruple, selon les demandes des usagers. Et ça, c'est quelque chose qui a été difficile pour les collègues de se former sur les petites réparations d'instruments, ou ça a été... Alors, difficile non, pas évidente, mais du début, le projet n'était pas évident. Donc, avec mon adjointe, on a aussi essayé d'organiser les choses pour que chacun s'approprie cette mission-là, en les mettant
en les mettant un peu en difficulté, tout simplement, dans une position un peu d'inconfort, en créant des duos sur des familles d'instruments pour qu'ils fassent des recherches, pour qu'ils sachent quel instrument on peut acheter, parce qu'on avait des critères qui étaient d'utiliser, du moins de proposer que des instruments qui seraient facilement appréhendables en 6 semaines, et puis qui choisissent aussi les modèles. C'est vraiment tous les collègues qu'on choisit. Et l'idée, c'était que ceux qui avaient des compétences musicales, on ne les mettait pas forcément sur les instruments qu'ils maîtrisaient le plus. Et puis après, il y avait un souci de partage de toutes ces connaissances acquises et de production d'outils de médiation qui les obligeait aussi à faire beaucoup de recherches, ce qui est aussi notre métier, bibliothécaire, de ressources numériques, de tutos vidéo, de choses comme ça. Voilà. Et toujours dans cette idée de la complémentarité avec les partenaires, c'est quelque chose, c'est un nouveau service que vous avez présenté aux partenaires, que vous avez travaillé avec eux ou... Alors en fait, c'est assez... On a eu des contacts avec le CFEDEM, qui est un organisme de formation pour des musiciens intervenants, qui était celui qui était le plus enthousiaste. Pas vraiment les écoles de musique, les conservatoires, voilà, ça ne les a pas intéressés plus que ça. Mais effectivement, le CFEDEM, on a eu alors c'est eux qui ont pris en charge aussi une formation qu'on a organisée sur la médiation des instruments de musique. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme on avait beaucoup de collègues qui n'étaient pas très à l'aise avec cette nouvelle collection, on a fait une formation collective, tous ensemble, sur comment organiser de la médiation autour des instruments de musique, mettre en place des ateliers, ce genre de choses. Donc ça a été un partenaire assez important, effectivement, pour nous accompagner. Mais sinon, non, ça a été vraiment un travail de bibliothécaire, quoi, vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont créé la collection d'instruments comme ils ont créé la collection de vinyles 5 ans avant, quoi. Une Paul Doc du près d'instruments. Sans que ça pose de problème, les vinyles, je précise. Mais oui, il y a une politique documentaire de l'instrument, tout à fait. Et lorsque vous prêtez les instruments, ils sont accompagnés de... On prête des packs instrumentaux, c'est-à-dire vraiment que tout ce qui est utile à la pratique immédiate est prêté. Alors pour une guitare par exemple, il y a une housse, il y a une nuance, il y a un médiator, il y a un accordeur, il y a un ampli casque, un capodastre, ce genre de choses. Et à chaque fois, il y a une fiche de médiation qui est mise dans le pack, qui montre un peu tout ce qui constitue le pack, mais également qui renvoie vers des articles qu'on a fait sur le site l'Influx, qui est là vraiment qui liste toutes nos méthodes, qui liste les ressources numériques qui pourraient être disponibles à la bibliothèque ou qui renvoie même vers des tutos vidéo sur YouTube, quoi. Et donc c'est l'équipe de l'ABM de Lyon qui a créé ces kits. Ouais, c'est chaque collègue qui s'en est occupé, effectivement. Ouais. Et en fait, la montée en compétences, elle se fait sur plein d'autres domaines. Là, l'exemple le plus récent, c'est les instruments, mais quand on parlait d'organisation de concerts, c'est un peu la même chose. C'est aussi en faisant qu'on apprend. Alors après, c'est certes beaucoup plus facile à Lyon, où on dispose aussi de profils techniques. On a des techniciens audiovisuels, etc. Mais on a commencé par faire d'abord des concerts tout simplement acoustiques, pour pas avoir de contraintes technique. Et même aujourd'hui, puisqu'on organise nos concerts exclusivement dans le hall de la bibliothèque, qui est un espace de circulation, et on l'a évoqué un peu rapidement ce matin, du moins Pierre Lequéo et Olivier Zerbib, sur ce qui est une bibliothèque aussi pour certains de nos usagers, c'est-à-dire un endroit calme. Donc on a des contraintes techniques assez fortes sur les artistes qui jouent, c'est-à-dire que on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de batterie ou ce genre de choses, et on fait un format de 30 minutes pour pouvoir faire cohabiter un peu les usages de la bibliothèque entre une proposition musicale qui est très sonore parfois, et puis le besoin de silence pour d'autres publics. C'est des choses qui ont été discutées plus largement au niveau de l'équipe d'accueil de la bibliothèque, ou pas vraiment cette question-là finalement, il y a un petit peu... Parce que j'imagine qu'au niveau de l'accueil, ça peut avoir un impact. Alors, aussi. En fait, je vais le dire très franchement, le principal problème qu'on a eu par rapport à ces concerts, c'est par rapport à des collègues. Les usagers se plaignaient pas trop. Les usagers. Ouais, c'était les collègues pour qui ça faisait trop de bruit. Après, c'est aussi, je dirais, une volonté de la direction de la bibliothèque, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
quand on a des retours négatifs des équipes d'accueil en disant ça fait trop de bruit, on s'entend pas, j'aime pas étant l'argument quand même massu, hein, et ben c'est aussi de faire valider tout ce qu'on fait par notre direction. Et puis si la direction valide qu'il y ait un concert par mois dans un espace de circulation de la bibliothèque, ben c'est une décision qui s'impose à tous, quoi. Et maintenant, il n'y a plus de soucis, hein. Ouais. C'est vraiment intéressant cette question-là qui a été abordée aussi en début de journée sur le bruit et le silence en bibliothèque. Et on voit qu'il y a des bibliothécaires qui veulent amener du bruit dans la bibliothèque, mais il y en a d'autres qui n'en veulent pas, des bibliothécaires qui ne veulent pas de ce bruit, puis les usagers, il y a aussi les deux. Voilà. Alors c'est pour ça que malgré tout, le format d'une demi-heure a réglé beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est le niveau de résistance adéquat. Donc pas encore de rave party. Non, mais peut-être bientôt. Mais on le fera peut-être pas à 16h, parce qu'une rave à 16h, il faut qu'elle dure au moins 24 heures. Donc, finalement, tous ces questionnements actuels autour de la musique, est-ce qu'ils questionnent aussi les compétences des professionnels de la bibliothécaires musicaux, ou est-ce que c'était déjà quelque chose qui existait avant ? Forcément que ça interroge les compétences des bibliothécaires musicaux. C'est-à-dire quand on passe simplement à la gestion d'une collection principalement de CD qu'on se contentait d'acheter, de cataloguer, d'équiper, de mettre en rayon, et qu'on investit d'autres missions, forcément, il y a une question de compétences. Alors, c'est pour ça que moi, je répète toujours que on a une légitimité, nous, en tant que bibliothécaire musical, à mettre à disposition des collections, à faire de la médiation, de la valorisation, en essayant d'apporter un point de vue un peu différent. C'est pareil, quand on a commencé à faire de la production de contenu, j'ai beaucoup de collègues qui nous ont dit mais on n'est pas des journalistes. Mais en fait, on n'a jamais demandé à des bibliothécaires d'être journalistes. Mais c'est simplement ce qu'ils sont capables de faire passer auprès du public en direct. Quand un usager vient nous voir et nous demande un conseil pour emprunter un CD, on ne va pas lui dire non, je ne suis pas musicien, je ne suis pas journaliste et je ne vais pas vous conseiller, quoi. Donc c'est un peu la même chose quand on passe à faire de la production de contenu à l'écrit. Ça nécessite d'être formé, mais pour moi, ce n'est pas des choses qui sont inatteignables, quoi. Voilà. On voit qu'on touche là aux questions d'identité professionnelle, et c'est assez intéressant parce que si on fait le lien avec la définition communément partagée de ce qu'est une politique documentaire, ça prend en compte tous les aspects liés aux documents en bibliothèque, donc de l'acquisition, mais en passant aussi par la valorisation et la médiation. Ouais. Et si on prend en compte cette définition, on se dit que finalement ces questions, elles se posent vraiment différemment. Et ces questions qui se posent pour la musique, elles se posent aussi quasiment de la même manière pour les autres supports. Oui, tout à fait. Donc on fait vraiment le lien là entre pour moi, la musique. C'est exactement la même chose pour un bibliothécaire musical que pour un bibliothécaire science. C'est aussi pour ça que je dis bibliothécaire musical et pas discothécaire, parce qu'effectivement, discothécaire, tu es vraiment attaché à un support très précis. Et là, tu peux rentrer dans des oppositions sur... Voilà. Après, moi, je me rappelle, quand on a voulu investir d'autres missions, il a bien fallu gagner du temps. Parce que le temps, il n'est pas extensible. L'une des façons de gagner du temps, c'était un peu de transformer ce qui était le département musique à la Part-Dieu. Peut-être que c'était la même chose dans certaines des bibliothèques. C'était un peu le village gaulois. Nous, les discothécaires, on n'était déjà pas des bibliothécaires comme les autres. Et du coup, on était les seuls à ne pas être inscrits dans le circuit des acquisitions, dans le circuit du catalogage, dans le circuit de l'équipement. Et on faisait tout en interne. Vous aviez votre circuit à vous ? Un tout petit circuit, quoi. On faisait tout. Donc, pour gagner du temps, il a fallu... C'était un circuit très court, ouais. Et, moi, je me rappelle, j'avais des journées, quand je suis arrivé, tout à fait passionnantes, où tu avais une journée acquisition, une journée catalogage, une journée équipement, une journée... côté administratif, et l'idée c'était de dégager toutes les journées dédiées au catalogage, au cœur de métier des bibliothécaires, comme on m'a dit au début, et tout ce qui était équipement et choses comme ça. Parce que c'était un peu ça, c'était on va s'arrêter de cataloguer, on va plus connaître la collection. Voilà. Moi, je conseillais plutôt à mes collègues d'écouter les CD plutôt que de les cataloguer. Je trouvais que c'était un peu plus de valeur ajoutée. Donc voilà, c'était de virer tout ce qui était qui pouvait être pris en charge soit par des prestataires extérieurs,
comme je pense la majorité d'entre vous maintenant pour le catalogage des CD, ou par des services internes spécialisés qui étaient l'équipement, ou qui existaient déjà à la Part-Dieu, et ça nous a permis d'investir d'autres missions, comme la production de contenu, ou ce genre de choses, ou l'action culturelle aussi. On tourne bien autour de cette notion d'identité professionnelle, de cœur de métier, comme tu l'as dit. D'après toi, elle est où aujourd'hui cette identité professionnelle du bibliothécaire musical? Alors, je ne sais pas si tu peux répondre pour tout le monde, ou peut-être pour la tienne. Après, ça ne m'empêche pas d'avoir un avis sur quelque chose que je ne connais pas, hein, c'est pas un problème, mais je pense que en fait, la thématique de la journée, c'est un peu ça. En fait, tout dépend du territoire. C'est-à-dire que l'identité d'un bibliothécaire musical à Lyon ne sera pas la même que celle d'un bibliothécaire dans une zone rurale. Dans mes différentes interventions de la journée, j'ai expliqué que le réseau musical lyonnais, il est très dense, il est déjà très complet. Donc nous, il faut qu'on essaye de se poser sur des missions qui ne sont pas prises en charge par d'autres. Par contre, une bibliothèque musicale dans une ville ou dans un village où c'est la seule structure culturelle, elle a la légitimité à tout faire. C'est-à-dire que si c'est la seule structure culturelle, elle peut faire des concerts, elle peut faire plein de choses. Donc forcément, l'identité musicale, l'identité du bibliothécaire musical, l'identité professionnelle, elle est très différente. Voilà. Donc le point de départ, c'est de connaître son territoire, aussi bien la connaissance institutionnelle, on va dire, que la connaissance du paysage musical, pour pouvoir ensuite se poser en complémentarité et développer les compétences en conséquence. C'est ça. Et puis surtout, un peu arrêter de se poser des questions en termes de légitimité. Faut parfois un peu se détendre aussi sur ce que peuvent représenter l'organisation d'un concert. Alors j'entendais le représentant de la DRAC dire licence d'entrepreneur du spectacle, etc. Si c'est pour faire un concert par an, il n'y a pas besoin d'une licence d'entrepreneur du spectacle. Hein. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que c'est à partir de 6 événements dans l'année. Donc voilà. Donc sur des petites structures, c'est parfaitement justifié de pouvoir organiser un concert d'un artiste local en tout acoustique sans avoir une licence d'entrepreneur des spectacles, quoi. Où l'exemple avait été donné, je crois, par Sylvette ou par Nicolas sur le parvis de la bibliothèque si on n'a pas de la place à l'intérieur. C'est vrai qu'entre la petite bibliothèque dans un milieu rural et des bibliothèques spécialisées dans la musique bien plus importantes, c'est forcément très très différent. Très différent, ouais. Ouais. On revient sur cette question aussi du positionnement du bibliothécaire dans cet écosystème de la musique au niveau d'un territoire, parce que finalement il y a aussi cette question-là qui suit logiquement celle que je viens de te poser. Quelle est la complémentarité avec les partenaires et comment elle se construit? On a eu un petit bout de réponse avec Nicolas et Sylvette tout à l'heure, avec Fabien aussi, mais si on peut aller un petit peu plus loin sur cet aspect-là. Je dirais que c'est de trouver un terrain qui soit pertinent et pas pris par des personnes dont c'est le métier. Voilà. Donc à Lyon, nous, ce qu'on a investi, c'est le côté production locale, voilà, par exemple. C'est des choses qui ne sont pas faites. Donc on achète systématiquement toutes les productions des artistes et des labels de l'agglomération lyonnaise, vraiment en vue de conservation. Donc là, on est plutôt sur la patrimonialisation. Et l'idée, c'est dans notre action culturelle de faire écho de cette mission-là, soit par l'organisation de showcase d'artistes lyonnais émergents, donc sur un format qu'on ne trouve pas dans les salles de concert, avec ce qui a été dit aussi tout à l'heure, un véritable intérêt pour les artistes, c'est la qualité d'écoute en bibliothèque. C'est quand même des groupes qui souvent jouent dans des bars où 90% des gens qui sont dans le bar n'ont strictement rien à faire de ce qui se passe sur scène. Donc ça, c'est aussi très apprécié de leur part. Et ça peut être aussi par le biais d'expositions un peu rétrospectives sur l'histoire des musiques à Lyon, ou ce genre de choses comme on a pu déjà faire. Et puis l'autre aspect de la patrimonialisation, c'est nous à Lyon, c'est une grosse collection de vinyles, puisqu'on a 100 000 vinyles. Et l'idée, c'est pareil, c'est de trouver comment valoriser ces collections-là par un biais qui puisse lui donner une visibilité à l'extérieur. Et là, c'est par le biais d'une émission de radio qu'on fait une fois par mois sur Nova Lyon, où en gros, on invite des artistes qui passent en concert à Lyon à venir choisir une quinzaine de titres, on les interviewe, et puis voilà, c'est diffusé. Et puis on peut retrouver ça
sur Spotify, sur Deezer, etc. Et là, le partenariat, il a un véritable intérêt parce qu'on travaille avec les salles de concert pour pouvoir identifier et rentrer en contact avec des artistes. Donc on travaille avec l'épicerie moderne, avec le Transborder, avec le marché-gare, avec le Sonic, avec le Sucre, etc. On travaille donc avec une radio locale qui est Nova Lyon, du coup qui paye la SACEM. Et voilà, donc c'est essayer d'exister dans ce territoire-là musical, mais sur un credo qui n'est pas occupé par d'autres, quoi. Je ne me rappelle plus de la question, mais je ne sais même pas si j'y ai répondu du coup. Oui. Oui, c'était sur la complémentarité. Donc complémentarité d'activité, complémentarité de compétences aussi. Et ce qui est important, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, d'être identifié aussi comme un partenaire intéressant pour ces structures-là. C'est qu'en fait, il faut éviter d'être toujours nous demandeurs vis-à-vis des partenaires. C'est-à-dire qu'il faut arriver à être dans leur paysage et que eux pensent à nous pour nous faire des propositions. Et pas toujours l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours être dépendant, nous, d'attendre quelque chose des partenaires. D'ailleurs, ce ne serait pas un bon partenariat. Il faut qu'il y ait une sorte de gagnant-gagnant. Et par exemple, par rapport à cette grosse collection de vinyles, c'est quelque chose qui, en termes de fréquentation, n'est pas très intéressante, mais en termes d'image, à mon avis, très important. C'est la collaboration qu'on a avec Grand Bureau, qui est donc une fédération régionale qui regroupe labels, artistes, disquaires, etc., éditeurs, qui organise en fait le Disqueur Day à Lyon. Et en fait, chaque année, ils invitent la bibliothèque sur le lieu accueil du Disqueur Day pour montrer ce qu'on fait vis-à-vis du vinyle ou de la scène locale. On voit passer peut-être 50 personnes dans la journée, hein, mais c'est un effort qu'on s'oblige à faire pour pouvoir aussi sortir et toucher un public qui est intéressé par la musique et qui ne sait peut-être même pas qu'il y en a à la bibliothèque, quoi. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi ça l'enjeu, c'est-à-dire nous faire de toucher les communautés d'intérêt. Et je pense que c'est pas le plus facile, mais c'est un peu l'enjeu qu'on a actuellement, quoi. Donc cette évolution du métier du bibliothécaire musical, elle se traduit aussi dans le vocabulaire. Avant, on parlait de discothécaire. Maintenant, on entend beaucoup moins ce terme-là. On entend plus bibliothécaire musical. Mais ça, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que c'est sans renier les collections. C'est plus d'enrichir ce travail-là à partir des collections pour aller plus loin encore. En fait, moi, j'ai toujours considéré que mon travail, il était de médiation, il était à faire à partir de collections. Après, c'est plus exclusivement des collections de CD, mais c'est des collections au support multiples. Mais, alors peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi je suis assez encore attaché à cette idée de collection. Voilà. Mais une collection qui prend vraiment une forme. Voilà. Alors différente. C'est un peu la difficulté, hein, parce que le retour des collègues et puis le retour que je peux faire aussi, c'est une forme de morcellement des tâches. À courir plusieurs chevaux comme ça, c'est parfois un peu fatigant. C'est pour ça que je disais que c'est bien plus intéressant qu'il y a 20 ans, mais c'est un peu plus fatigant aussi. Mais oui, je dirais que c'est un peu notre salut. Alors après, c'est pas forcément, c'est le choix de la bibliothèque de Lyon de quasiment tout faire. C'est pas le modèle type, c'est-à-dire que le choix peut être fait d'axer son action que sur certaines des propositions qu'on a pu voir. Hein. C'est pas l'obligation n'est pas de tout faire. Hein. C'est vrai que c'est un peu le fil rouge depuis ce matin, de dire que les solutions, les propositions qui peuvent être faites par les bibliothèques, elles sont adaptées en fonction du territoire, des moyens, des forces vives, etc. Oui, tout à fait. Donc on peut prêter des instruments sans prêter des vinyles, on peut mettre à disposition des locaux de pratique sans avoir, je sais pas, une action sur la scène locale. En fait, c'est la difficulté, et je pense que c'est ce que ressentent la plupart des bibliothécaires musicaux, c'est l'inconfort. Parce qu'avant, on avait un modèle type de ce qu'était un secteur musical, et maintenant, il n'y a plus de modèle type. J'ai fait pendant de longues années des formations, et c'était un peu et l'introduction et la conclusion de la formation. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de propositions, et il n'y a plus de département musique type avec un département musique, c'est ça. Ça a complètement changé. Et finalement, on voit que sur la question que je te posais au début, sur les compétences métiers ou compétences spécifiques, depuis tout à l'heure, celle que tu mets le plus en avant, c'est finalement plus les compétences métiers, partenariat, valorisation des collections,
médiation des collections, organisation d'événements, programmation culturelle, donc des compétences qui ne sont pas forcément spécifiquement liées à la musique. Moi, je pense que c'est effectivement que des compétences et des mots qui sont transposables à n'importe quel secteur de la bibliothèque. Après, c'est toujours mieux d'avoir une appétence pour la musique, hein, mais c'est des choses aussi qu'on forge au fil des années. Hein. Moi, j'ai tendance, par exemple, à... je ne sais pas si je devrais dire ça, des fois je parle trop, mais sur les recrutements, je préfère plutôt un bibliothécaire qui a une appétence pour la musique, pas des connaissances poussées, qui a une envie de progresser, que... je ne sais pas si j'y vais comme ça, mais le disquetaire lambda qu'on pouvait connaître il y a 25-30 ans, qui est hyper spécialisé sur son truc, etc., et qui n'est pas forcément dans le partage ou dans la médiation de ces collections. Ça m'est arrivé de faire des entretiens de recrutement où j'avais une personne qui était hyper spécialisée dans un genre, mais jusqu'à l'élitisme. Et moi, c'est ce que je crains le plus, en fait, comme collègue. Donc, je pense que la montée en compétences, c'est l'un des intérêts de nos métiers aussi. Moi, si je viens à changer de poste, ça ne sera pas pour faire la même chose ailleurs, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. L'idée, c'est d'essayer de voir d'autres choses, de monter en compétences, d'apprendre d'autres choses. Voilà. Donc j'imagine que pour plein de bibliothécaires, c'est aussi le cas. Et il ne faut pas que ça soit une sanction, parce que de plus en plus, on voit des profils de poste où il faut déjà tout savoir faire quand on arrive, ce qui n'aide pas non plus la mobilité et l'évolution de carrière, quoi. Du coup, tu soulignes le rôle vraiment important des organisations, oui, des recrutements, oui, et de la montée en compétences avec la formation. Et du coup, des profils de poste aussi qui sont évolutifs. Parfois à marche forcée, mais... Et finalement, ça veut dire aussi que pour les collègues qui souhaitent travailler en secteur musique, même s'ils n'y sont pas aujourd'hui, qui ne sont pas musiciens, qui ne sont pas ingénieurs du son, ils peuvent encore espérer travailler en secteur musique. Le dernier recrutement qui date d'il y a quelques années, c'est une collègue qui aime bien la musique, mais qui venait du service de l'équipement. Voilà. Et qui avait jamais fait de production de contenu, qui avait jamais fait de la gestion de collection. Et ben, elle est montée en compétences au fur et à mesure. En plus, moi, ce que je trouve intéressant, notamment sur la production de contenu, comme on l'a sur l'influx, c'est aussi d'avoir des niveaux d'écriture, hein, parce qu'on a des publics aussi très très différents. C'est-à-dire que moi, j'ai des collègues qui sont brillants sur certains genres musicaux, qui écrivent super bien, c'est hyper intéressant, mais c'est pas accessible à tous les publics. Donc moi, je trouve ça bien aussi d'avoir des différences de profils dans nos équipes, parce qu'on a des profils d'usagers qui sont aussi très différents. Donc complémentarité aussi, je pense qu'on pourrait rajouter ça. Donc complémentarité dans les partenaires, avec les partenaires, et complémentarité parmi les collègues, tout à fait. Au sein des équipes. Enfin, je crois que c'est un bon mot de fin. Est-ce que vous avez des questions ? Je tiens à dire que c'est mon point de vue personnel, hein, même pas celui de la CIM, hein, parce que on verra si... Merci Marie-Madeleine. En fait, je suis un peu désolé parce que je vais descendre très très bas. Je voudrais revenir sur un aspect technique qui a été esquissé tout à l'heure et qui me préoccupe un peu, c'est sur les offres de streaming pour les bibliothèques. Oui. En fait, c'est un problème assez global parce que si on en fait une donnée générique, on retrouve la même chose du côté du livre numérique. Un des points, ce qui me frappe, c'est que ça ne marche pas très fort en termes d'usage. Et donc, entre autres explications, il y a toujours ce problème d'une inadéquation entre la simplicité d'usage recherchée au maximum par les plateformes commerciales du marché, celles qui n'ont pas besoin d'intermédiaires pour être commercialisées, et les offres... on va dire, alternatives qui sont conçues spécifiquement pour les bibliothèques, qui rajoutent systématiquement des couches de difficultés ergonomiques. Disons qu'en fait, il faut faire énormément de médiation pour que ça fonctionne à peu près. Avec en plus la difficulté, en tout cas nous, c'est la difficulté qu'on a à Lyon, c'est d'avoir une offre numérique pléthorique qu'il faut absolument arriver à rematérialiser dans les lieux, sinon elle passe complètement inaperçue. Donc nous, on a une plateforme de streaming qui s'appelle D-Music, qui est un truc qui n'est pas évident à appréhender par le public parce que c'est que des labels indépendants sur un modèle de streaming équitable. Donc rien que ces deux notions, il faut les expliquer au public, parce que
Pour eux, ça ne veut rien dire un label indépendant et streaming équitable encore moins. Alors que c'est deux notions qui sont malgré tout très importantes dans le cadre d'une bibliothèque. Et par contre, Audimusic, ça fonctionne bien sur place. Mais effectivement, à distance, ça ne fonctionne pas très bien. Et ça nécessite malgré tout énormément de médiation. Donc la médiation, elle peut être très simple. Moi, par exemple, quand je fais du service public, je diffuse systématiquement l'espace musique par Audimusic. Ce qui fait que comme on a régulièrement des gens qui demandent qu'est-ce que vous écoutez, etc., ça permet de faire de la médiation. Mais c'est des offres qui ne sont pas évidentes du tout, effectivement, à faire passer et à toucher le public. Parce qu'effectivement, sans cette démarche volontaire de leur part de faire autre chose que Spotify, Deezer ou YouTube, effectivement, en termes de contenu, il n'y a pas concurrence. Et ça touche à la rigueur les gens qui ont un peu compris à quoi servait quand même une bibliothèque musicale en termes de filtres, de prescriptions, de conseils, de recommandations que n'offrent pas forcément les autres plateformes, comme il était dit aussi ce matin, où en gros, quand on commence à tomber dans un algorithme, on nous propose toujours la même chose, quoi. Ouais. Alors, il y a à la fois la sonorisation de l'espace musique avec la plateforme d'e-music. Alors ça, c'est pas tous les collègues qui le font, c'est vraiment de la... Et ensuite, on a des tablettes. On a 4 tablettes d'écoute dans nos locaux. Alors avant, ils proposaient des bornes assez massives. Ça fonctionnait pas du tout. Mais rien que l'objet tablette, en fait, ça attire. Donc voilà, on a de la consultation via les tablettes. Après, c'est tout bête, mais c'est quand on fait des critiques de disques sur notre webzine L'Influx, on vérifie systématiquement si c'est pas dans d'e-music. Si c'est dans d'e-music, on renvoie vers la plateforme, ce genre de choses. Mais après, ça reste une offre, encore une fois, complémentaire. Bonjour, Nelly, je suis à la médiathèque de Mâcon. Et en ce moment, on est dans une grosse période de désherbage, et notamment de la scène locale. Et on se pose cette question, je la pose à tous d'ailleurs. Votre scène locale qui ne sort pas, est-ce que vous choisissez de la garder ou est-ce que vous la pilonnez? Qu'est-ce que vous en faites? Alors il y a une double entrée pour la scène locale à la Bibliothèque de Lyon. C'est-à-dire qu'il y a l'entrée patrimoniale, c'est-à-dire qu'on achète de façon systématique, on tend à l'exhaustivité sur toutes les productions des artistes et labels lyonnais, que ce soit sur CD, vinyle, cassette ou en numérique, en vue de les conserver. Parce que là, du coup, c'est un patrimoine. Voilà. Donc là, il n'y a pas de question de désherbage. Ensuite, un certain nombre de ces références sont achetées en double pour pouvoir être intégrées dans le fonds de prêt. Et là, dans le fonds de prêt, ils ont... Alors, on peut mettre en place des critères de désherbage un peu moins secs que pour le reste de la collection, mais ils sont soumis au désherbage comme les autres, sinon. Mais c'est aussi parce qu'on a ce fonds de conservation à côté, donc... Elle est dans nos murs, dans ce qu'on appelle le silo à la Bibliothèque de Lyon, qui est ce magasin de 17 étages. Et c'est possible de le consulter sur place. Et en fait, tout est numérisé et mis sur la bibliothèque numérique patrimoniale qui s'appelle Numelio. Et en fait, la loi nous autorise à donc numériser et à rendre accessible pour l'écoute sur place, sur des postes dédiés, ce qu'on fait dans le département musique. C'est pour ça que je m'interrogeais à midi sur le modèle de la Sonothèque de Normandie, qui, à mon avis, ne respecte pas du tout la loi. Mais ça, c'est une autre... J'ai tendance à penser qu'ils commencent à avoir raison, parce que ça fait 10 ans que ça existe et on leur a jamais rien dit. Donc... Bonjour, Michel Delahaye de Chambéry. Je voudrais revenir sur le titre du chapitre. Un acteur du réseau musical sur le territoire, et partir donc de la musique vers la médiathèque et pas de la médiathèque vers la musique. Je me souviens de propos il y a quelques mois, un peu plus d'1 an, de Monsieur Michaud concernant des soucis de fréquentation de concerts à partir du moment où il y avait une espèce d'effet repoussoir des bibliothèques concernant la musique. C'est-à-dire que, et j'ai eu ces expériences depuis, quand les tentatives de concert que je faisais à la médiathèque ou dans une autre bibliothèque de Chambéry étaient inscrites dans un festival et étaient dans un programme d'une manifestation un peu plus large, il y avait énormément de monde. Quand c'était une proposition qui venait de la médiathèque, il y avait cette espèce d'effet
Si c'est dans une médiathèque, ça va pas être très intéressant. C'est un peu des choses même que je dirais qu'on peut retrouver dans les offres numériques, même si dans le cas de d'e-musique que nous avons laissé tomber, il y avait une syndication et donc on retrouvait tous les titres de d'e-musique dans le catalogue général. Mais qu'on le veuille ou non, il y a un côté, la bibliothèque dans l'esprit de beaucoup de gens, de beaucoup d'amateurs de musique notamment, a une image et qui n'est pas forcément collée à celle d'un concert où on va prendre beaucoup de plaisir. Alors j'ai une double réponse à ça. La première, c'est que je ne me rappelle pas du tout avoir dit ça. Je me rappelle avoir tiré ce genre de conclusion pour ce qui était des conférences suite à une expérience que j'ai eue où j'avais vu une conférence dans un lieu qui s'appelle Le Sucre sur les musiques électroniques à Lyon, qui coûtait 6 ou 8 euros l'entrée et où il y avait 200 personnes. Avec la réflexion en me disant j'aurais fait ça à la bibliothèque, on aurait été 20, malgré que ça soit gratuit. Donc sur les conférences, oui. Sur les concerts, ce qu'on fait nous à Lyon fait qu'on ne joue pas sur l'attrait de la bibliothèque en tant que lieu musical. En fait, l'idée, c'est de faire un showcase donc dans un lieu ouvert, parce qu'on a un auditorium à la bibliothèque, mais on a une bibliothèque qui n'est pas... On ne peut pas faire d'annonce. Donc ça m'est arrivé, moi, de faire des concerts dans l'auditorium d'artistes connus nationalement, où on se retrouvait à 10, dont 7 bibliothécaires. Donc l'idée, j'ai l'exemple je l'ai fait 2 fois, Émilie Loiseau et Pony Hawks, et à chaque fois, on était 10. Voilà. Donc après l'idée c'était plutôt de faire un concert dans un lieu ouvert un samedi après-midi à 10h qui correspond au pic de fréquentation de la bibliothèque. C'est-à-dire que je ne compte pas du tout sur la communication de la bibliothèque sur le concert pour toucher un public qui viendrait spécifiquement, mais je compte plutôt sur la présence déjà du public dans les murs pour s'arrêter sur cette proposition musicale. Et ça fonctionne très bien. Parce que sinon, sur la foi du nom de l'artiste, qui en plus est un local émergent, etc., on aurait 10 personnes, quoi. Et là, ça fonctionne très bien parce que les gens sont à la bibliothèque, ils ne savent pas qu'il y avait un concert, ils sont dans une posture malgré tout plutôt ouverte au niveau de propositions culturelles, etc. Et là, ça fonctionne très bien. Mais je pense que ce que j'avais dit il y a quelques mois ou quelques années, c'était plus pour la conférence. Ouais. D'ailleurs, on a arrêté de faire des conférences. Oui, c'était pour juste par rapport au petit débat que tu avais sur ta dénomination professionnelle. C'est vrai que moi, à titre personnel, bibliothécaire musical, vous allez peut-être trouver que je pinaille, mais ça me satisfait peu parce que justement, il y a bibliothécaire. Mais j'ai tout à fait entendu tes arguments et je pense qu'ils sont tout à fait, ils sont tout à fait pertinents. Après, le truc, c'est que quand on est discothécaire ou bibliothécaire musical ou responsable musique ou tout ce qu'on veut, on est sur un métier où, en ce moment, j'espère que c'est pas ton cas, et tant mieux si ça ne l'est pas, mais pour certains, on n'est pas sur un siège éjectable où on sait que si on va quitter notre médiathèque, la personne qui va nous remplacer récupérera peut-être pas la casquette musique, qui va peut-être tout bonnement disparaître de la médiathèque. Donc c'était juste une petite réflexion sur le fait que, en fait, j'ai peur que si on s'appelle bibliothécaire musical, à la fin, il n'y a plus qu'à enlever le musical et c'est bon, on est bibliothécaire et il n'y a plus de musique dans la médiathèque. Alors que discothécaire, pour le coup, alors certes, c'est ultra suranné, ça sent rock and folk et tout ça. Je pense qu'on peut retourner la même réflexion, c'est-à-dire que le jour où ta hiérarchie dit en tout cas ton activité c'est que les CD, ça baisse, je supprime les CD, donc j'ai plus besoin de discothécaire et tu deviens un bibliothécaire. Moi je trouve que bibliothécaire musical a l'avantage de s'attacher à une thématique sans s'attacher à un support. Et tu peux être bibliothécaire musical sans avoir un fond de CD. Ce qui n'est pas possible pour discothécaire. Ouais. Mais je ne sais pas s'il y en a, je veux dire. C'est ça le truc. Je ne sais pas s'il y en a dans les faits. Des bibliothécaires musicales sans collection. Alors il y a des... Oui, je pense que moi j'ai vu passer quelques infos sur... ou alors il y a des bibliothécaires musicaux avec des microphones. Il y a eu quand même à Oulin la bibliothèque qui est ouverte malgré tout avec une personne qui devait s'occuper de la musique sans fond de CD.
Ouais, et résultat, Oulin n'a jamais participé à Ampli, je crois. Et ils ont, non, mais ils ont mine de ouvert rien, avec... ça dit quelque chose. Et Ouais, c'est bien pas sûr. du tout pour critiquer les collègues d'Oulin. Bah mais non, je c'est pense pas- qu'il y a vraisemblablement il y a un truc une connexion qui se fait pas. Alors que Oulin, c'est une grosse ville. Et, je Une pense belle qu'ils auraient, structure, ouais. ils auraient les moyens de participer au Ouais, tout à festival. fait. Mais après, effectivement, là où je te rejoins, c'est que, en gros, quand tu n'as pas de collection de CD, tu n'as quasiment pas de médiation et tu n'as quasiment pas d'action culturelle autour de la musique. Ouais, mais j'entends tout à fait ton argument. Et effectivement, sur le recrutement, je serais plutôt de ton avis. Effectivement, plutôt que de recruter un nerd qui sera incapable de, Et ça, de c'est parler valable de pour, ce qu'il aime. Mais oui, c'est valable, valable pour tout, tous en les fait. Ouais. secteurs de la bibliothèque. Hein. Non, mais c'est valable pour le métier de bibliothécaire Bien tout sûr. court. Effectivement, on n'est pas juste des magasiniers, en fait. Merci.